bonsoir et merci d'être là en cette semaine de vacances pour notre première rencontre autour de l'œuvre de l'artiste japonais Hiroshi Sugimoto. Alors, nous sommes très heureux à la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent de présenter l'exposition Accelerated Buddha dans le cadre du festival d'automne. Comme vous savez, Hiroshi Sugimoto a choisi de nous faire découvrir une partie de son importante collection d'art. Il achète, paraît-il, toutes les semaines une œuvre, parcourant les ventes aux enchères les plus prestigieuses et investissant en grande partie l'argent gagné par ses photos, c'est-à-dire beaucoup d'argent. J'ai peut-être un problème de micro. Il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher. C'est peut-être un problème de portable mal placé. Alors, je dois vous l'avouer d'emblée, on ne connaît pas énormément de choses sur la vie d'Hiroshi Sugimoto. C'est quelqu'un d'assez discret, d'assez secret. On sait évidemment qu'il est né en 1948 à Okashimachi, près de Tokyo, dans un Japon sous occupation américaine et dans un quartier dévasté par les bombardements de 1945. À l'âge de 22 ans, Simon, tu dois faire quelque chose. À l'âge de 22 ans, il quitte le Japon. Il quitte le Japon, voilà, pour les États-Unis. Comment on va faire, Simon? On va se partager le micro. Donc, à l'âge de 22 ans, il quitte le Japon pour les États-Unis. Il étudie la photographie dans une école d'art à Los Angeles de 1970 à 1974. En 70, donc il a 22 ans. Et en 74, il déménage à New York. La légende dit qu'il développait ses photos la nuit. Le jour, il vendait de l'art ancien. Autrement dit, Sugimoto a longtemps été antiquaire avant de vivre de ses photographies à partir des années 90 et devenir par la même occasion collectionneur. Il est aujourd'hui un des artistes contemporains les plus chers au monde. Son travail ne se résume pas uniquement à la photographie. Sugimoto a l'habitude de dire qu'il travaille avec la photographie. Il réalise également des installations, fait de la mise en scène, des performances. Il a ouvert depuis peu un bureau d'architecture au Japon et il prétend qu'il n'est pas encore un architecte aux honoraires exorbitants. Donc si vous voulez faire appel à ses services, c'est le moment. Nous détaillerons le côté pluridisciplinaire du travail de Hiroshi Sugimoto tout au long des rencontres de la Fondation et nous commençons donc aujourd'hui par son travail photographique. Et qui d'autre que ce micro qui m'embête? Je l'éteins. Vous l'éteignez? Et donc, qui d'autre que le directeur des rencontres photographiques d'Arles pour nous en parler? Nous n'avons voulu personne d'autre que vous. François Ebel, bonsoir. La photographie, c'est votre dada, puisque vous baignez dedans depuis 1979, d'abord à la FNAC, en tant qu'assistant du directeur des galeries de photos, à qui vous succédez à sa retraite. En 1995, soit 15 ans après la fondation des rencontres d'Arles, 85, pardonnez-moi. 15 ans après la fondation des rencontres d'Arles par Lucien Clergue, Michel Tournier et Jean-Maurice Roquet, les rencontres sont en faillite. Il faut leur trouver un chef qui s'y connaît en photographie, mais aussi en gestion. Donc vous acceptez de relever le défi et vous devenez le directeur des rencontres de 1985 à 1987, le temps de rembourser les dettes, de moderniser l'organisation et de faire découvrir au public des photographes aussi variés que Martine Parr ou Nan Goldin. En 1987, vous êtes débauché par la célèbre agence Magnum que vous allez diriger pendant 12 ans et au cours desquels vous l'orientez notamment vers l'ère numérique. Et après un bref passage à l'agence Courbis, vous revenez en 2001 en maître absolu des rencontres d'Arles qui ont atteint cette année leur meilleure fréquentation depuis leur création en 1969. Près de 100 000 visiteurs, 96 000 pour être précis, ont découvert les 50 expositions présentées cet été, dont les expositions de Hiroshi Sugimoto, sa série Révolution, que vous allez voir, représentant des paysages de mer, était exposée à l'espace Van Gogh, tandis qu'une autre série, Couleurs de l'ombre, était présentée à l'église Saint-Blaise. Donc ma première question, pourquoi Sugimoto cette année à Arles? Est-ce que c'est sa première exposition à Arles? Bonsoir. Pourquoi Sugimoto à Arles? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'était jamais venu aux rencontres et je trouvais que c'était quelqu'un qui
qui avait une place très importante dans la photographie, donc il y avait certainement des choses à nous dire, puisque le principe d'Arles, c'est à la fois de montrer un travail, évidemment, et d'échanger avec le public le plus possible, et donc j'avais très envie qu'il vienne. La deuxième raison, c'est qu'il m'est venu l'idée, en grande partie en pensant à lui d'ailleurs, de faire un programme autour du noir et blanc. Donc l'édition 2013 a été consacrée à faire le point sur où on était le noir et blanc aujourd'hui. Et donc il était devenu tout à fait essentiel que ce Guimoto, qui est un des derniers à avoir un succès absolument immense en noir et blanc, soit présent dans le programme. Alors, à partir de là, si vous voulez, les choses sont plus compliquées, c'est-à-dire que la notoriété qu'ont acquis certains photographes contemporains récemment est absolument immense. Ils sont courtisés par les plus grandes collections, les plus grands musées, les galeries les plus chères, ce qui n'est pas la moindre chose. Et donc ils sont extrêmement prudents sur la façon de sortir à droite et à gauche. Et Arles n'est pas nécessairement le lieu le plus orthodoxe au sens de ce qu'on appelle en anglais le white cube, c'est-à-dire la galerie aux normes classiques, etc. Donc j'y suis allé à pas de velours, je suis allé 2 fois à New York voir ses assistants, porter des catalogues, parler, montrer des choses à dire sur la photographie dans le sud de la France, etc. Et puis, petit à petit, j'ai essayé de le rencontrer. À chaque fois que j'allais à New York, il était à Tokyo. Quand j'essayais d'attraper à Tokyo, il était à New York. Enfin bon, on n'arrivait pas à être au même endroit, à la même ville, et je ne voulais pas faire ces choses-là par mail, par téléphone. Et puis un jour, j'étais à Londres. Et j'étais à Londres, et je l'appelle, je vois dans le Time Out qu'il ouvrait une exposition à Londres. Et donc j'appelle son studio à New York, je dis écoutez, voilà, pour une fois on est dans la même ville, et est-ce qu'on peut se voir? Et c'est là qu'on s'est finalement rencontrés. Et donc, est-ce que ça a été facile de le convaincre? Il a dit tout de suite Arles, c'est fantastique, je rêve depuis tout petit. Alors c'était oui. Mais pour répondre à cette question, il faut que je vous dise que lorsque je prépare toujours un programme d'une année sur l'autre, je travaille toujours du mois d'août pour annoncer un programme en mars qui aura lieu en juillet. Et ce qui est assez tard par rapport aux institutions traditionnelles qui bloquent leur programme 3 à 5 ans à l'avance. Donc pour être réactif à l'actualité, à la production des artistes, je préfère toujours repousser au dernier moment la constitution d'un programme. Au mois de juillet 2012, après avoir lancé Arles, je rentre à Paris avec cette idée de monter un programme noir et blanc, de contacter Sugimoto. Et j'arrive chez moi et je reçois un très beau livre envoyé par Hermès. Et ce livre, c'est un livre de Sugimoto entièrement en couleur. Et je me dis, patatras, je dois préparer un programme noir et blanc, et en fait, Sugimoto, mon premier invité, se met à faire de la couleur. C'est la catastrophe totalement. J'ouvre le livre, c'était pas si catastrophique que ça, c'était même assez intéressant, c'est ce que vous voyez là. C'était des polaroïdes que Sugimoto avait fait à la demande de Pierre-Alexis Dumas pour être reproduits en carré Hermès. Donc il y a une nouvelle collection que Hermès s'appelle Hermès Édition. Ils ont demandé à Buren avant de demander qu'il en a fait l'année précédente. Et donc ce sont des artistes qui produisent une œuvre spécialement pour des carrés et qui est reproduite avec la qualité que l'on sait chez Hermès. Et donc ce livre parlait de cette aventure. Donc quand je le vois à Londres 3 mois après, la première chose que je lui dis, c'est que je lui raconte cette anecdote. Je lui dis écoutez, je prépare un programme noir et blanc et je vous invite parce que vous faites de la couleur. J'ai découvert immédiatement que c'est un type qui a un grand sens de l'humour. Et on ne sait jamais trop avec ces stars extrêmement starifiées, trop encensées parfois, à quoi s'attendre, parce qu'ils sont extrêmement prudents. C'est des gens comme vous et moi, ils sont simples au départ. Tout d'un coup, l'image qui les entoure et le prix qui entoure leurs œuvres font qu'ils deviennent parfois dans l'hyper-protection. Moi, je suis toujours très prudent quand je les rencontre. Et tout de suite, il démarre au quart de tour, il trouve ça extrêmement rigolo, mon histoire. Et il me dit, mais je lui dis, écoutez, voilà, donc je comptais vous montrer du noir et blanc, mais déjà commençons par la couleur, puisque je fais un programme noir et blanc et que vous êtes le maître du noir et blanc contemporain, ça m'intéresserait beaucoup de montrer que vous êtes passé en couleur. Et donc il me dit, banco, si les gens de chez Hermès sont d'accord, si l'exposition est libre à ces dates-là, pas de problème. Les gens de chez Hermès, il n'y a pas eu trop de problème, c'est tout à fait enthousiaste, ils adorent Arles. Pierre-Alexis Dumas vient chaque année visiter discrètement les expositions, donc ça s'est passé assez facilement.
Et puis on continue la conversation dans cet hôtel avec Sugimoto. Je dis, bon, quand même, j'aimerais bien montrer un peu de noir et blanc. Et il me dit, écoutez, j'ai un problème technique, vous pouvez peut-être le résoudre. Alors, vous allez voir à quoi ça tient parfois les choses. Je monte un nouveau travail, totalement inédit. Et là, il me sort sur son ordinateur portable avec son assistant Jen, et il me montre Révolution. Et je trouve ça sublime. Je trouve ça absolument sublime. Et je veux même dire que je trouve que c'est pour moi le meilleur travail de Sugimoto. Et il me dit, mais vous savez, ça va être des tirages de 2,70 m de haut. Le tirage n'était pas fait encore. Je dis, bah, écoutez, ça va être très surprenant, mais voilà. Il me dit, mais j'ai un problème. Quel est le problème? Il me dit, bah, écoutez, ça va être produit dans un musée à Munich en novembre. Et ça doit être à Paris, chez Boucheron, à l'automne prochain, l'automne suivant. Est-ce que vous pouvez garder les œuvres entre-temps? Oui, je peux garder les œuvres entre-temps. Et il me dit, bon, à ce moment-là, vous appelez la Fondation Brandhorst à Munich, qui est producteur du projet, et vous voyez avec eux ce qu'il en est. Donc je suis allé, alors c'est très drôle, parce que je crois que jamais un projet s'est fait aussi rapidement. Je suis allé à Munich au vernissage, mi-novembre, et chez les Allemands, on ne fait pas du tout les choses comme chez nous. Le vernissage, il y a un cérémonial qui est toujours le même, quel que soit le musée. C'est-à-dire qu'à l'heure dite, comme ce soir, on est tous à l'heure, les Allemands sont en général tous à l'heure aussi, et en général en France, ce n'est pas le cas. Il y a un discours introductif du conservateur du musée ou du commissaire de l'exposition qui explique pourquoi il a fait cette exposition, pourquoi l'artiste est formidable, etc., etc. Tout le monde écoute extrêmement religieusement, puis applaudit à la fin, et ensuite on a le droit de voir les œuvres. Donc, il s'est passé ça, et après la visite de l'exposition, il y avait un très grand dîner avec 200 personnes, et je me retrouve assis en face de Sugimoto et à côté du directeur du musée. Bon, et là-dessus, on s'entend très très bien avec Sugimoto. On plaisante sur un tas de trucs, on parle d'un tas de choses, on devient très potes pendant le dîner. Tous les autres invités du musée, qui devaient être des grands financeurs, sans doute, du musée, étaient entretenus par le directeur. Oui. Ça, c'est un truc, on pourra en parler sur la relation aux artistes. Ils ne sont pas toujours jaloux parce que les gens ne savent pas toujours comment parler avec les artistes. Ça, c'est un truc que j'ai souvent remarqué, c'est qu'on est un peu embarrassé parfois par les artistes. Alors que c'est toujours très simple, c'est des gens comme tout le monde. Et bon, on parle. Et puis, vers la fin du dîner, je me retourne vers le directeur, je dis écoutez, quand même, donc, les questions qu'on reprenne cette exposition avec vous, comment est-ce que ça peut s'organiser pour le retour des œuvres aux États-Unis, après, etc. Et là, il me sort une enveloppe, il me dit bah voilà. Ça coûte tant, vous payez la moitié. Et je suis rentré à Paris à la fin du dîner et l'exposition était montée. Voilà, c'était à peu près aussi simple que ça, si ce n'est qu'après il a fallu la financer et que je suis retourné voir nos amis de chez Hermès et qui très très gentiment nous ont dit écoutez, on vous aide parce qu'on voulait faire un peu de mise en scène de tout ça. Et on vous aide à monter l'ensemble du projet. Voilà, donc oui, les choses sont vachement simples. Et c'est indiscret de vous demander le prix? C'est pas indiscret, si ce n'est que je l'ai oublié, c'est le prix d'un... Curieusement, c'était pas faramineux, parce qu'il s'agissait surtout de renvoyer les œuvres à New York, donc c'était pas... Enfin, c'est cher, parce que c'est des grosses caisses, etc., mais c'était pas hors norme par rapport à nous. Non, ce qui était cher, c'était le montant de l'assurance, parce que voilà, c'était des tirages de 2,70 m, absolument sublimes, sans verre devant pour qu'on ait toute la profondeur de l'image quand on est devant. Et alors déjà la façon de refaire le tirage et puis le vol, il faut assurer. Donc soit le tirage est détruit, il faut le refaire, déjà c'est très cher, mais si jamais il était volé, à ce moment-là, il faut le rembourser au prix du marché. Et alors là c'est une fortune absolue pour ce qui concerne Sugimoto. Donc je crois qu'on avait pour l'exposition, on avait une assurance qui couvrait pour 2 millions d'euros. D'assurance. Par exemple un tirage comme celui-ci Bah, ça doit être pas très loin ça doit être entre, les tirages sont numérotés, donc tout dépend si c'est le premier de la série, le dernier de la série, etc. Mais on est entre 100, le dernier est plus cher. Voilà, on est entre 100 et 200 000 si vous voulez. Donc, avant effectivement de parler de Sugimoto, son importance dans la photo japonaise en particulier, la photo en général, l'art contemporain, etc., nous allons passer en revue quelques-unes de ces séries. La première a pour titre Diorama, et il va l'entreprendre en 1976. Donc, Diorama, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu le musée Grévin des animaux.
qui mettent en scène des animaux empaillés dans leur environnement habituel. Alors là, on voit par exemple des exemples de vautours, d'ours polaires, mais aussi des hommes préhistoriques. C'est pas une idée inédite aussi pour les photographes, effectivement, les dioramas. Je ne voudrais pas dire des choses embarrassantes, mais le... 76, il est jeune. Oui, c'est ça, voilà. Il ne faut pas encenser un artiste pour tout, quoi. Il y a des choses qui font que Sugimoto est un artiste tout à fait singulier, il y a des choses qui font qu'il est un artiste extrêmement sérieux. Dans le cas des dioramas, il avait fait ça avec une qualité technique, si vous voulez, mais voilà, qu'il a fait des études à l'ouest des États-Unis. À l'ouest des États-Unis, il y a une référence, c'est Ansel Adams, c'est Edward Weston. On sait tirer, on sait ce que c'est qu'un très bon tirage noir et blanc quand il étudie dans les années 70. C'est même la référence, elle est là-bas à l'époque. Donc voilà, il a su ce qu'était de faire une belle photo en noir et blanc, il sait ce que c'est. Donc qu'il l'applique à un sujet ou à un autre, si vous voulez, c'est un peu comme photographier l'opéra. Le spectacle est beau, le décor est magnifique, les lumières sont fantastiques. Vous mettez une chambre devant, vous avez déjà une très belle image, le coucher de soleil, etc. Donc là, il y a une scénette qui est déjà organisée par le musée, on se met devant, elle est particulière, il fait un très beau négatif. Bon, c'est pas là où son œuvre, si vous voulez, est signée. Mais de toute manière, on voit que c'est l'illusion qui lui importe, même dès les premières photos. Mais on retrouvera la même chose quand il photographie chez Tissot, si vous voulez. On n'est pas non plus dans une œuvre d'une originalité extraordinaire. Genre, en parlant du diorama, je veux dire, moi j'ai montré à Arles, et d'ailleurs elles ont été ensuite montrées à la FIAC et interdites à la FIAC, puisque la police est venue chercher les œuvres, des photos du russe Oleg Kulik, qui s'est photographié nu dans un musée d'histoire naturelle, et qui a fait des vraies œuvres, parce que là tout d'un coup l'interaction de son corps avec les animaux, etc., avait un autre sens, qui était une véritable intervention de l'artiste. Qu'on n'aime pas, c'est pas le sujet, mais c'était une véritable intervention de l'artiste, qui n'avait d'ailleurs peut-être pas même cette rigueur qualitative qu'ont les tirages de Sugimoto, mais c'était plus original. Donc il faut préciser qu'il utilise des appareils photo argentiques en chambre, de grands appareils de photo. Est-ce qu'il utilise de grandes pellicules, de petites pellicules? C'est important ça? Oui, c'est ce qu'on appelle. La chambre signifie que c'est un grand négatif. Je ne suis pas photographe, je ne suis pas non plus, mais c'est le minimum que je puisse vous donner. C'est que la chambre, c'est un grand négatif, donc on a un détail, un piqué absolument extraordinaire. Si vous voulez que l'appareil de l'amateur, c'est 24, 36, 35 mm, c'est grand comme ça, la chambre, le négatif est grand comme ça, donc évidemment, on a une qualité de détail qui est absolument extraordinaire, et qui sur des photographies comme ça de choses qui sont artificielles, on crée un trouble, parce qu'il y a une sorte d'hyper-réalisme du fait de la qualité de l'image. La technique, heureusement on s'en libère maintenant. Heureusement on s'en libère pour différentes raisons. D'une part parce que le temps a passé, et on n'est plus là à marquer boîtier Nikon avec un objectif de 35-80 et un film tri-X bidule. Heureusement on abandonne ce genre d'informations au profit de la lecture de l'image, ce qui est quand même plus important. On va passer à la deuxième série qui est Creators. C'est une série qui commence en 78, donc nous allons voir 3 exemples. C'est-à-dire il photographie de vieux cinéma et des drive-in américains. Alors là c'est inédit quand même. C'est plus qu'inédit. Là tout d'un coup il devient auteur. C'est-à-dire que là Sugimoto explose. C'est-à-dire qu'il a la bonne intuition. Il fait avec une rigueur absolue. Ce qui est assez tôt, parce que la notion du protocole photographique, de la photographie conceptuelle était naissante à ce moment-là. Donc il fait avec un protocole, c'est-à-dire une façon de mettre sa chambre photographique. Il se met en pause pendant toute la durée du film, ce qui fait que l'écran est totalement inondé de lumière, mais il n'est pas tout à fait net, alors que toute la salle, elle, est d'une précision absolue. Dans le cas du drive-in, il y a des étoiles qui bougent évidemment, mais là on voit que les fauteuils ne bougent pas. Par contre, on voit que le contour, enfin on ne voit pas très bien avec la projection, mais on voit que le contour de l'image n'est pas très net. Donc il a là tout d'un coup eu une intuition, il a fait œuvre. Et ça reste
sa première signature, c'est vraiment là où tout d'un coup il devient un auteur réellement, il nous surprend, il applique une rigueur à chaque image, il crée une série. Pour moi, là, il devient Sugimoto. On va voir juste les deux. La dernière également, on va s'arrêter sur celle-ci. Ce sont des photos de taille moyenne, de grandes photos. Au début, il a un protocole moderne, mais il reste attaché à l'ère du temps de son époque, c'est-à-dire qu'on ne tirait pas très grand. Ça, c'était la faute à Cartier-Bresson. Cartier-Bresson qui était les premiers à vendre des tirages en tant qu'auteur, avait une sorte de dogme qui était qu'un tirage devait faire 30-40 cm, éventuellement 40-50, au-delà c'était vulgaire. Bon. Pour être honnête, j'ai bien connu Cartier-Bresson, mais je n'ai pas eu l'occasion de parler de ça avec lui suffisamment, donc il faudrait que vous adressiez à Agnès Cyr, directrice de la Fondation, pour en savoir plus, mais en tous les cas, c'était son dogme qui a été suivi par tous les autres. Donc, parce que Cartier-Bresson, quand même, c'était la légende. Donc, il a fallu du temps pour que la photographie se libère. Je vais vous donner un exemple. Moi, en 87, vous aviez la gentillesse de rappeler que je m'étais occupé d'art à cette époque-là, j'avais montré effectivement des photographes couleurs, alors que la photographie à l'époque à Arles était le noir et blanc, sinon c'était pas sérieux. Des photographes qui étaient inconnus, qui s'appellent maintenant Martin Parr, Annie Leibovitch, Anne Goldin, etc. Et j'avais montré des très grands tirages suspendus au plafond, dans un atelier, rentrés par une fenêtre. Et la moitié du conseil d'administration avait démissionné parce que le grand tirage, la couleur, ça ne se faisait pas en 1987, c'est hier. C'était vulgaire. Donc à l'époque, un photographe noir et blanc tirait dans les petits formats. Et puis ça s'est libéré, heureusement ça s'est libéré, parce que la photographie c'est élastique, on peut la projeter, on peut maintenant la mettre sur internet évidemment, on peut faire des tas de trucs avec. Mais il y avait une sorte de dogme pesant qu'un tirage sérieux qui pouvait éventuellement être vendu sur un marché qui d'ailleurs n'existait pas à l'époque. C'était 30-40 ou 40-50. Arrêtez-moi que j'en dis trop, mais j'arrive de Bologne où j'ai monté 17 expositions sur le thème de la photographie, son rapport à l'industrie, à l'entreprise, etc. Et une des expositions, c'est une exposition qu'on a récupérée de la Villette, qui avait été tirée à la même époque, 91 ou 13, je ne me souviens plus, qui était Robert Doisneau. Robert Doisneau a commencé comme photographe d'entreprise chez Renault. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'au bout de 5 ans, il s'est fait foutre dehors, il était toujours en retard. Et la Villette a voulu rappeler les débuts de Robert Doisneau, puisque Robert Doisneau a surtout été célèbre à la fin de sa vie, donc on a scruté tout ce qu'on pouvait trouver pour faire des expos de Robert Doisneau les unes après les autres. Et la Villette a montré une très belle expo sur les débuts de Robert Doisneau chez Renault. Et quand j'ai récupéré cette expo qui dormait dans des caisses à la Villette, plus personne ne savait où elle était, ni dans quel état elle était, etc. Tout le monde avait peur d'ouvrir les caisses, très bon état finalement. On a découvert des grands tirages. Et c'était une vraie surprise de dire que Doisneau, en 93, il y avait des grands tirages. C'était nouveau, ça ne se faisait pas. On ne faisait pas des grands tirages. Ils sont sublimes. Ils ont d'ailleurs été achetés par la fondation qui nous avait commandité l'exposition. Et c'était des grands tirages. Ça ne se faisait pas. Donc lui, Sugimoto, pareil, il ne faisait pas des très grands tirages. Puis petit à petit, avec le fait que Cindy Sherman a commencé à faire des grands tirages qui se sont vendus cher, et puis Gursky, de plus en plus grand, etc., Sugimoto aussi s'est mis à tirer grand. Les plus grands étant ceux que l'on a exposés cet été et qui sont absolument sublimes. Mais c'est le marché qui a fait que... C'est le marché qui a fait que effectivement les gens préfèrent les grands tirages parce que c'est plus cher. Oui, on a l'impression d'acheter un truc, mais c'est-à-dire que soit moi je ne connais pas grand-chose au marché, mais je l'observe. C'est sûr que soit la photo est du 19e siècle, au début du 20e, ou plus tard les surréalistes, et à ce moment-là elle a le droit d'être petite pour être très chère, soit il faut qu'elle fasse camion, parce que sinon on n'a pas l'impression d'acheter quelque chose qu'intrinsique. Donc le marché est un peu pervers de ce point de vue-là, mais ça évolue. C'est-à-dire que moi j'étais très critique à la fin des années 90, parce que tout d'un coup le marché de l'art contemporain a découvert que la photographie existait, et ils se sont inventés leur propre star, dont Sugimoto d'ailleurs, en méprisant tout le reste. Il y a une sorte d'arrogance bizarre qui faisait que tout ce qu'il y avait avant n'était pas intéressant et que ce que eux désignaient comme l'ère du temps prenait 2 zéros de plus que ce qu'il y avait avant. Bon. Ça a eu le mérite de créer un marché qui n'existait pas, et ça a le mérite d'aider des artistes maintenant à produire. Et maintenant il y a un marché, et il y a des collections, et il y a même des collectionneurs de plus en plus intéressants et intelligents, et donc il se passe des choses très intéressantes de ce point de vue-là. Donc Sugimoto a été
pour le coup, à très juste titre, reconnu par ce nouveau marché qui n'y connaissait rien, comme un mec intéressant. Et donc, à ce moment-là, il s'est mis à vendre, il a arrêté de faire l'antiquaire, et il s'est mis à vendre, et il s'est mis à faire des tirages plus grands, et tout ça est pour le mieux. C'est une très bonne nouvelle. Il faisait les tirages lui-même ou pas? Ou est-ce que ça importe ou pas? J'aurais dû te dire dès le départ, je ne suis pas un spécialiste de Sugimoto, j'aime beaucoup son travail, mais je ne suis pas un spécialiste. Je ne pourrais pas répondre à cette question, mais à la limite, je m'en fous un peu. C'est-à-dire que, parce qu'un bon photographe, qu'il fasse le tirage lui-même ou qu'il le supervise, dans les deux cas, il ne le laissera pas sortir s'il n'est pas ce qu'il souhaite. Ce qui peut être très différent d'un photographe à l'autre. Je parlais de Cartier-Bresson tout à l'heure, on avait des grands débats sur le fait que Cartier-Bresson voulait des tirages super gris, super mous, etc. Vous avez Jean Lucieff qui voulait des tirages à l'époque super contrastés. Un photographe décide de ce qu'il veut. Après, qu'il ait le talent de maîtriser le laboratoire ou pas, il y avait en tous les cas, jusqu'à une période récente, malheureusement il y en a de moins en moins, mais de remarquables artisans, tireurs qui savaient interpréter, qui s'acoquinaient avec un... En ce moment, on a fait des travaux cet été avec Paolo Nozzolino. Paolo Nozzolino, qui vit à Porto, vient tirer à Paris parce que son tireur, Antoine Agoujian, est à Paris et qui ne tirera avec personne d'autre. Et c'est pas lui qui tire, mais il est derrière son dos. Ou quelqu'un pareil, quelqu'un il tire avec Voya, qui était un ancien de chez Picto, et c'est personne d'autre. Mais c'est pas eux qui tirent, ça n'a aucune importance, parce que c'est ce qu'ils veulent. Et est-ce que vous avez discuté avec lui, j'imagine, pourquoi il adore tellement le noir et blanc? Non, je n'ai pas posé la question. Jamais. Mais alors pourquoi vous pensez qu'il travaille beaucoup le noir et blanc? Il y a, c'est une question que je vais répondre, que j'étais officiel de Kyoto récemment, alors, en regardant la photographie japonaise, les Japonais sont restés assez noir et blanc. Il y a des exceptions, hein, Rinko Kawauchi, Naoya Takeyama, etc., qui sont de remarquables photographes couleurs ou qui utilisent encore la photographie différemment comme Rinko, mais il y a vous regardez Daido Moriyama, vous regardez Shoji Ueda, vous regardez avec Mishima, comment s'appelle-t-il, Eiko Soe, etc. C'est des photographes éminemment noir et blanc. Il semble que ce soit un langage qui corresponde bien, si vous voulez, à l'âme japonaise, mais bon. En tous les cas, c'est un des derniers pays où il y a encore des artistes très, très preneurs de noir et blanc. À un moment où depuis maintenant 15 ans, la photographie a fait un virage couleur très radical, hein, sous l'influence notamment de l'école de Düsseldorf, qui pourtant était enseignée par les Becher qui étaient en noir et blanc, mais tous leurs élèves sont passés en couleur tout en utilisant l'enseignement de la rigueur, du protocole, etc. On va continuer effectivement avec les séries. Seascape, c'est une autre des séries de Sugimoto, commencée également dans les années 80. Vous allez voir, effectivement, elle va contenir Révolution, Marine. Voilà. On s'arrête sur Seascape peut-être. On va s'arrêter sur Seascape. On s'arrête sur Seascape parce que. Alors Seascape, que vous voyez très mal là, parce que voilà, typiquement, il y a des photos, le tirage n'est pas nécessairement important. Là, si vous voulez, je me suis excusé par avance, mais je vais dire une vacherie pour la personne qui a préparé la projection. Voir une énorme barre blanche sur une photo comme celle-ci, c'est évidemment la trahir. C'est-à-dire que cette photographie, c'est souvent question tarte à la crème, c'est quoi une bonne photographie? Je ne sais rien ce que c'est une bonne photographie, mais par contre je sais quand ça devient une photographie. C'est-à-dire que tout d'un coup, le plus facile à photographier, c'est l'événement. Je citais tout à l'heure l'exemple de l'opéra, d'un spectacle quel qu'il soit, ou bien de l'actualité, bien évidemment, qui n'est pas nécessairement facile à photographier s'il y a des bombes qui vous tombent dessus, mais enfin ça c'est presque un cas d'espèce. Mais l'actualité est quelque chose, il y a du spectaculaire devant soi en photographie. Plus ou moins bien, mais un photographe devient un photographe quand il photographie le rien. Ce que Raymond Depardon adore appeler les temps faibles. Le fameux Depardon photographie les ronds-points sur les routes, des trucs comme ça, il en fait une photo.
Et donc c'est le temps faible. Là on peut pas, il y a temps plus faible que ça, il y a pas. C'est même pas temps couvert, c'est temps rien. Il y a un ciel qui n'est même pas orageux, il y a une mer qui n'est même pas en colère, il n'y a pas un mouton dessus. Et donc il arrive à transformer ça en œuvre. Et c'est là où, si vous voulez, il y a l'artiste. Et c'est ça où l'artiste devient merveilleux, il nous apporte une dimension qui nous emmène ailleurs. Et alors, ce que vous ne voyez pas là, c'est la qualité du tirage, parce qu'elle est très très importante, et c'est encore plus vrai dans Révolution, ça devient méditatif. C'est comme il n'y a rien, on cherche le détail. On cherche ce qu'il y a sous le rien, on cherche et finalement, il nous emmène dans le temps, il nous emmène dans la durée, et il a réussi avec rien à nous arrêter. C'est absolument fascinant, parce que tout d'un coup, il y a un jeu, c'est ce que fait Rothko, Klein, etc. C'est d'un coup, on nous emmène dans des profondeurs qu'on ne soupçonne pas au premier regard sur l'image. Et ça, c'est pas facile à faire, contrairement aux apparences. Parce que des horizons, ça peut être une tarte à la crème dans la photographie, si vous voulez. Ces horizons ne sont pas des horizons, c'est les horizons de Sugimoto. Et ils sont tout à fait particuliers. Il y a une rigueur, évidemment, dans le partage de l'image haut et bas, il y a un choix d'une certaine lumière, il y a une technique, certainement, que je ne peux pas vous expliquer, de prise de vue. Il y a en tous les cas, au tirage, des volontés très fortes exprimées avec le tireur ou tiré par lui-même. Et donc, il nous emmène franchement dans son jeu. Et là, il a fait une photo, il est devenu auteur. Et voilà, moi, j'aime beaucoup ça, et je trouve qu'il le dépasse. Alors, on peut aller à la série Révolution maintenant. Il y avait, si vous voulez, pour les visiteurs, là c'est terrible, parce que masquez-vous un œil, regardez pas la partie blanche. La partie blanche ne fait pas partie de la photo, celle où il y a marqué Révolution, etc. Si vous organisez une projection, je vous le dis comme ça me dit. Promis. Que vous organisez une projection, c'est toujours sur fond noir. C'est jamais sur fond blanc, une projection, c'est toujours sur fond noir. Or, le réflexe, c'est comme quand on fait une maquette de bouquin ou de photo, c'est toujours de mettre du blanc autour pour dire attention photo. C'est dit. Ces photos, imaginez la pièce plongée dans le noir, une très jolie lumière blanc, une qualité de lumière du jour qui arrive sur l'image. Pardonnez-moi, peut-être qu'on peut remettre la première photo. Oui, dans l'exposition. Oui. Dans l'exposition. Dans l'exposition, oui. Voilà. Au tout début, on va remonter le temps, théâtre, diorama, voilà. Elles étaient présentées comme ça à Arles cet été. Et donc, vous imaginez que les photos en 2,70 m, elles sont déjà pratiquement à 1 mètre du sol. Donc, on les regardait comme ça. Et toutes les personnes qui sont rentrées dans cette salle ont eu un sentiment de méditation. Il y avait tout d'un coup un moment de plénitude. Moi, ça va être très snob ce que je veux dire, mais j'ai connu ça à un autre endroit dans le monde. C'est la Rothko Chapel à Houston, qui a été faite par les Dominiles, qui a été financée par les Dominiles, et qui est un lieu de recueillement laïque, qui a été dessiné par Rothko, qui est très très beau, et on s'assoit, d'un coup, on est dans la profondeur des images, et on ne bouge plus, et tout d'un coup, on vit quelque chose de spécial, de spirituel. Alors, est-ce religieux ou pas? Sugimoto parle beaucoup de religion dans ses textes. Mais oui. Mais c'est en tous les cas spirituel, en tous les cas un moment de plénitude qui est très très étonnant. Alors avant de lire quelques phrases, effectivement, il a des phrases définitives sur la mer et sur ce sujet, mais pourquoi effectivement Révolution, il a choisi, où on voit la trajectoire de la Lune, j'imagine, pourquoi il a choisi, au lieu de les présenter d'une manière horizontale, de les mettre en verticale? Alors déjà, il faut dire que c'est des négatifs, c'est des prises de vue panoramiques qu'il avait réalisées il y a longtemps, dans les années 90, et qu'il n'avait jamais tirées. Alors, Sugimoto, il a un grand sens de l'humour et vis-à-vis de lui-même, et notamment vis-à-vis du marché. Donc à Arles, il a dit, en plaisantant, je ne sais pas si c'était aussi le fond de sa pensée, mais qu'il ne les avait jamais tirés parce qu'il ne voulait pas tuer son propre marché, donc il avait d'autres tirages avant. Mais la réalité, si vous voulez, c'est qu'il ne les avait jamais tirés
Et peut-être les aurait-il tirés à l'époque de la prise de vue, les aurait-il affichés horizontalement, tels que les autres horizons qu'il faisait. Or, cette fantaisie qu'il a eue tout d'un coup de briser nos références par le simple fait de mettre l'horizon vertical, tout d'un coup crée une abstraction totalement inattendue et, parce que c'est bien fait, acceptable. Ça aurait pu être à hurler. On aurait pu vraiment se dire bon, c'est tarte à la crème, quoi. Alors, prenez n'importe quelle de vos photos et mettez-les verticales, ça ne marche pas nécessairement. Bon. Et là, ça marche. Il y a un absolu du graphisme. Alors évidemment, on a des références. Bon, je citais Rothko tout à l'heure, là on peut citer Juan Miro. Il y a un peu les mêmes genres de traits sur certaines des images. C'est très étonnant. On est tout d'un coup dans un équilibre parfait du déséquilibre total. Parce que normalement, la mer, là, elle coule. La Lune, elle se plante. Enfin, il n'y a rien qui va. Donc on n'est pas dans un raisonnement, c'est pas possible. On n'est pas dans la référence. Ils nous amènent dans une image. Ils nous amènent vraiment dans une image. Et avec très peu d'éléments. C'est ça qui est très beau. C'est ce très peu d'éléments. Ça se passe la nuit. Encore photographier des étoiles et des lunes qui bougent dans le ciel, c'est son zone. Ben non, il ne savait pas. Ils ont emmené totalement ailleurs, avec une rigueur. Il a certainement fait beaucoup d'autres photos que celles qu'il y en avait 12. Il a fait certainement beaucoup d'autres qui sont ratées. Hein. Ne vous désespérez pas pour ceux qui font de la photo. Mais en tout cas, celles-là ont une sorte d'équilibre parfait qui était absolument splendide. Alors, il dit... Et alors, je vois juste... Non, et moi... Parce que je suis on a un problème de micro, c'est pour ça. Voilà. Peut-être qu'il va être gentil maintenant. Allez-y. Lorsque j'ai donc vu à Munich la première fois ces très grands tirages, donc j'étais content d'avoir dit oui avant de les avoir vus, mais je confirmais. Et puis ils sont arrivés à Arles, et j'ai mis une pression sur toute l'équipe d'Arles en disant attention, il n'est jamais venu à Arles. C'est un maître de la photo, il faut faire très gaffe, etc. On a des équipes à Arles de scénographie qui sont absolument géniales parce que comme on n'a pas de mur, on n'a pas de lieu, il faut les inventer à chaque fois. Et ils avaient fait tout le boulot de mise à l'écart, d'accrochage, très très beau, et puis d'un coup arrive l'éclairage, et les lampes qu'on avait ça marchait pas. J'ai dit non, on n'a pas recréé ce qu'il y avait à Munich, on n'a pas recréé ce qu'il y avait à Munich, ça marche pas. Et une semaine avant l'ouverture, j'ai fait racheter complètement les lampes du musée qui étaient là, pour avoir une sorte de lumière comme ça, très intense, très froide, très violente sur les images, et ça changeait tout. Et je ne sais pas si d'autres trucs qui sont allés chez Boucheron récemment. Il y avait exactement la même mise en scène, la même mise à l'écart. Je ne sais pas si il y a encore chez Boucheron, on peut les voir. Allez les voir, parce que du coup, c'est une expérience de voir ces tirages, allez-y, s'ils sont encore en place Vendôme. Eh bien, ils n'avaient pas mis les bonnes lumières. Et ça change légèrement le rendu. Le photographe, c'est un équilibre parfait tout d'un coup dans son travail. Et c'est drôle, hein, comme un petit détail comme ça, une lumière un peu trop jaune et pas assez blanche, tout d'un coup ça changeait un peu l'équilibre parfait de ces images. Donc, je vous l'ai dit, que dans le catalogue, on retrouve un très très beau texte de Sugimoto parlant de cette série. Il dit l'avoir pris perché sur les falaises en admirant la mer, essayant de comprendre le monde, les grandes aspirations de l'humanité, remontant à des centaines de milliers d'années. Et il dit ceci en particulier. Donc, dans la fin du printemps 82, j'ai regardé d'une falaise à Terre-Neuve comme un beau coucher de soleil a coïncidé avec une pleine lune s'élevait dans le ciel oriental. Debout là-haut, dans l'air vif, je me sentais comme un personnage dans une peinture de Caspar David Friedrich. Et pour la première fois depuis des années, je fus pris d'une expérience hors du corps. Je suis bien au-dessus de la surface de la Terre, en regardant la dérive de la Lune vers la mer, tandis qu'un autre moi, un point minuscule, restait envoûté sur le terrain. D'ailleurs, il dit également, dans un monde abandonné par Dieu et les Bouddhas, seule la mer, origine de ma conscience, constitue à mes yeux un possible objet de dévotion. Il devient, comme vous le dites, très très méditatif et très lyrique quand il parle de cette série. Portrait, c'est notre dernière série, commencée en 99, dernière série qu'on va exposer ce soir.
Voilà, donc là les portraits en hommage. On parlera des carrés Hermès aussi. Oui, mais on peut parler de... Mais on peut parler de portraits. Henri VIII. Voilà, donc en hommage, c'est une série qu'il a prise en hommage au peintre flamand de la Renaissance, notamment Solbel le Jeune, qui était le peintre d'Henri VIII, et Sugimoto était fasciné par la lumière qui émane des tableaux des peintres flamands de la Renaissance. Et chez Madame Tussaud, à Londres, qui est l'équivalent de notre musée Grévin, ils ont réalisé des figurines en cire d'Henri VIII. Et là, Sugimoto y va. Donc on va voir Henri VIII, on va voir ses femmes, mais également d'autres personnages comme Napoléon, Lady Di, Fidèle et Yasser Arafat. Alors là, ce qui frappe aussi chez lui, c'est son attachement au détail. Il dit Dieu est dans le détail. Mais ça, c'est pour toutes ses photos, pas celle-ci en particulier. Oui, pour moi, c'est pas ma série qui me passionne le plus de Sugimoto, mais on voit que c'est un très très grand technicien. On voit qu'il y a une qualité d'image qui est remarquable, de lumière qui est remarquable, la distance, un mot très important pour les photographes, la distance au sujet est très juste. Voilà, mais c'est pas ce qui va identifier Sugimoto face à l'histoire de la photographie. C'est ça. Mais est-ce que les carrés Hermès l'identifient plus? Non, ce qu'ils s'identifient, c'est vraiment... Enfin, une différence, c'est les salles de cinéma, les théâtres, et les horizons, et les horizons renversés. Ça, c'est vraiment tout à fait particulier. Et puis après, il y a une lumière qui lui est propre. Mais si vous voulez, je voyais hier l'exposition de Patrick Feigenbaum à l'Illa Médicis. Il y a une texture qui est semblable, mais Feigenbaum fait d'autres sujets, d'autres matières, etc. Donc, c'est pas cette série-là qui l'identifie le plus, bien qu'il y applique sa rigueur, cette façon de mettre des blancs éclatants sur des noirs profonds, ce qui est vraiment très... C'est sa couleur à lui, hein, c'est sa couleur, on peut parler dans le noir et blanc, on peut parler de couleur. Et c'est sa couleur, c'est cette sorte de profondeur du noir avec des blancs éclatants qui viennent se poser dessus. Donc ça c'est ce qu'il fait. Quand il fait des chutes d'eau, il le fait aussi. Mais bon, les chutes d'eau, voilà, Amsterdam, ça fait des chutes d'eau. Effectivement, est-ce que la série des carrés Hermès que vous avez exposée, c'est sa seule série en couleur ou bien il en a fait d'autres? C'est sa seule, en tous les cas, qu'il revendique, qui est connue. Il a sans doute touché la couleur autrement. C'est des Polaroid qu'il a fait par diffraction. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup le design, l'architecture, et il a fait une sorte de triangle, une pièce comme ça très haute, qu'on ne voit pas sur les photos, qui était dans l'expo, et qui fait une diffraction de lumière. Et chez lui, à Tokyo, il n'y a rien. C'est tout blanc. Y a des dans l'atelier? Chez lui, dans l'atelier à New York, il vit à Tokyo. D'accord. Et... Pourquoi pas? Et sa femme, qui est galeriste à Tokyo, vend ses œuvres aussi à New York. Et d'ailleurs, c'est vrai parce que, curieusement, les Japonais achètent peu de photos. Alors qu'il y a une culture, enfin, il y a une histoire de la photographie japonaise extrêmement excitante. Les galeries japonaises se désespèrent de vendre aux étrangers. Ils ne vendent pas aux Japonais. C'est comme ça. Et en tous les cas, chez lui, c'est tout blanc. Il y a juste une table qui est une sorte de planche de bois. Devant un banc blanc, la planche de bois est marron, et le reste c'est blanc, et il n'y a que des baies vitrées sur Tokyo. C'est très très étonnant, il n'y a rien. Rien, il n'y a rien. Il n'y a pas un bibelot, rien. Et donc il y a ce prisme, et ce prisme, donc, lorsque le soleil tape à travers toutes les baies vitrées, il tape à travers le prisme, il se reflète sur un mur blanc, et il fait des polaroïdes du reflet au moment qu'il juge le plus intéressant. Ce sont ces diffractions qui ont été ensuite, par les ateliers d'Hermès, agrandies magnifiquement sur des carrés de soie. Moi, je ne connais pas tellement la soie, mais tous les experts qui sont passés ils ont dit que c'était absolument sublime, comme type de tissage, etc. Et ils ont fait des pièces uniques comme ça qui sont vendues, d'ailleurs qui sont curieusement vendues sur Internet. Ça vaut une fortune, c'est vendu par Internet. C'est le monde évolue. Et alors,
ça avait déjà été exposé à la foire de Bâle, la foire d'art contemporain de Bâle. Ça avait été exposé à Bruxelles, chez Hermès, qui a une très belle galerie qui s'appelle La Verrière à Bruxelles. Et donc je leur ai demandé s'il y avait un projet pour la France. Ils nous disent non. Je dis on peut le prendre, comme ça on aura dans le programme noir et blanc le maître du noir et blanc qui passe en couleur, et c'est le dernier travail noir et blanc. Ça fait un programme complet, c'est formidable. Ils sont très enthousiastes. Les gens d'Hermès nous ont beaucoup aidé à le faire. Et puis, en préparant l'exposition, je passe à New York, dans le studio de Sugimoto. Qui est aussi épuré que sa résidence? Non, parce qu'il y a déjà pas mal d'assistants qui travaillent, donc il se passe des choses. Et puis non, curieusement, c'est plus chargé à New York. J'avais pas pensé, c'est assez rigolo. Il y a pas mal de bibelots, de machins, de trucs, c'est plus chargé. Et il est dans Chelsea, dans un de ces grands immeubles industriels transformés en galerie et en studio d'artistes. Et donc on rentre dans le premier studio avec les assistants, son bureau, tout ça. Et du coup on cherchait une idée pour présenter les polaroïdes qui vont avec ces foulards, ces carrés. Et il me dit on parle de mettre un plot dans la mise en scène, qu'on avait en effet un proscenium comme ça, comme un défilé, puis on voulait mettre les polaroïdes à l'extérieur, on parlait d'un plot. Ah, il me dit viens, on va dans le studio d'à côté, j'ai mon salon de cérémonie de thé, en plein New York. Et là, il y a des plots, peut-être ça pourrait convenir. Donc on traverse, on va dans le loft d'à côté, et puis on traverse une première salle. Il y avait des choses qui étaient accrochées au mur de la première salle, et puis je regarde d'un œil comme ça. Puis on passe, on monte un étage, et puis là, il y a un salon de cérémonie de thé en plein New York. Là, il y a des très, très grandes baies vitrées, comme dans ces immeubles industriels. À travers les baies vitrées, tout près, deux énormes, vous savez, les réservoirs d'eau qu'il y a sur les typiques de New York, là en bois, sur les toits, sont presque contre les baies vitrées, donc on est vraiment à New York. Et tout d'un coup, au pied du mur, sous ces baies vitrées, il y a une sorte de jardin de mousse, comme dans les temples à Kyoto, notamment un temple à Kyoto. Tout autour de la pièce, il y a un jardin de mousse qui fait pourrir les murs, d'ailleurs, mais il y a un jardin de mousse, et il y a les tatamis, le salon de cérémonie de thé, bon, totalement un univers incroyable, très inattendu, et puis il montre le plot qu'il voulait montrer, bon, d'accord. Puis alors on repart dans l'autre sens pour retourner dans l'atelier, et là je repasse devant cette photo que j'avais vue au mur, et en fait c'est 6 photos côte à côte, complètement détruites, complètement ruinées. Je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est des photos qu'il a fait où il a reconstitué la scène du Christ. Et je me dis qu'est-ce qui est arrivé à ces tirages? Il me dit ils sont là pour les assurances. Parce qu'il y a eu l'ouragan Sandy, et l'ouragan Sandy, il avait des photos dans le sous-sol. Son stock était dans le sous-sol, et l'ouragan Sandy a inondé le sous-sol. Donc ces photos-là, qui évidemment avaient une fortune, il les a mis là pour que l'expert d'assurance vienne et voit qu'elles étaient complètement humides, bourrées de champignons, des carrioles, quoi. Et vu le prix de ces tirages, c'était embêtant. Et je le regarde, je dis, mais tu sais qu'on va exposer ça dans une chapelle du XIIe siècle? Ça ressemble à une photo du XIIe siècle. Et là, grand sourire d'Hiroshi, qui est absolument enthousiaste. Alors tout de suite, on retourne au studio, on dessine, on allait mettre les 6 tirages totalement détruits et abîmés par l'ouragan Sandy, qui, je vous le rappelle, était concomitant pratiquement avec ce qui s'est passé à Fukushima, avec le tsunami japonais. Donc lui, il y avait une double résonance, si vous voulez. Cette dévastation était très symbolique. Et donc on était tous les deux très, très enthousiastes de se dire voilà, la présentation qui a eu lieu à Bâle et à Bruxelles sera différente à Arles grâce à cette pièce totalement inédite et unique, puisqu'elle ne peut être qu'unique, c'est un tirage qu'on ne peut pas reproduire puisqu'elle est bousillée. Et donc voilà, je suis super content de mon idée, je suis content que ça l'amuse, on en parle beaucoup, on a fait le dessin, je sors de son studio, tout d'un coup j'ai dit merde, il faut que j'annonce ça à Hermès. Il va y avoir en plus de leur foulard, qui est un truc qui n'a rien à voir et qui en plus est un truc qui est pourri par le temps avec des champignons et tout ce qui ne va pas. Et j'ai appelé Cosima Balzan chez Hermès et je lui dis voilà, je raconte mon histoire. Elle me dit c'est génial, c'est formidable, je suis sûr que ça va plaire à Pierre-Alexis, il n'y a aucun problème, vas-y. Et finalement c'est ce qu'on a fait, on l'a montré. Et c'était très étonnant parce que cette photo mise sur ces vieux murs de cette chapelle délicieuse qu'il y a sur les hauteurs d'Arles semblait avoir toujours été là. C'était très très étonnant, elle appartenait au lieu, parce que les foulards, eux, évidemment étaient incongrus dans le lieu, les polaroïdes aussi, le proscenium blanc qu'on a mis aussi, mais la photo, elle, on avait vraiment l'impression que la photo
appartenait au lieu, par la patine. Et alors, Hiroshi, je termine avec cette histoire un peu longue, mais qui est un malin, qui est un commerçant aussi, il a appris en étant antiquaire. En partant d'Arles, me dit, écoute, j'ai retrouvé 3 autres photos pourries de la scène, j'ai une 2e série, je vais la vendre. Alors on dit que c'est un artiste conceptuel, on dit que c'est un artiste aussi contemplatif. Vous le mettez quoi? Dans les conceptuels, dans les contemplatifs? S'il y a un qualificatif pour Sugimoto, ça serait quoi? Oui, il est conceptuel et contemplatif. C'est-à-dire conceptuel parce qu'il applique un protocole, ce qui est une vraie démarche volontariste. Il a une idée, il la développe avec un protocole, il est très rigoureux dans ce protocole, il va jusqu'au tirage, ce qui est important dans son processus. Je disais même tout à l'heure jusqu'à la lampe qui éclaire le tirage parfois. Donc il est totalement conceptuel. Maintenant, par le fait que beaucoup de ses prises de vue sont sur une sorte de lieu qui a peu d'événements et qui joue avec le temps de pause, il est contemplatif. Donc oui, on peut répondre aux deux et ça n'est pas contradictoire. Après, par contre, ce qui est surprenant, c'est quand on rencontre le personnage, parce que le personnage est extrêmement truculent. Il est très sympathique, très drôle, très bon vivant, extrêmement énergique, il a une idée à la seconde. Enfin, il n'y a qu'à voir le nombre de choses qu'il fait, entre l'architecture, le spectacle qu'il a fait au Théâtre de la Ville, qui était sublime. C'est quelqu'un qui est en permanence en train de chercher une nouvelle idée. Il collectionne. À Arles, tout de suite, il est resté 48 heures. Il ne faut pas savoir ce qu'il a fait en 48 heures. Il n'a pas cessé. Il était extrêmement généreux de son temps, généreux avec les gens. Et puis tout d'un coup, il me dit, est-ce qu'il y a des antiquités ici? Je dis, oui, bah, écoute, on est en train de déjeuner, le meilleur antiquaire, il est juste à côté. Bon, il est ressorti avec 5 sacs. Enfin, c'est quelqu'un qui est pas du tout quelqu'un d'enfermé, etc. C'est le contraire, il est dans la vie. Donc il est né au Japon, il vit depuis 70 aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a de japonais, qu'est-ce qu'il a d'américain? Oh là là là. C'est difficile à dire, en plus, sincèrement, je ne connais pas assez bien pour répondre avec aplomb là-dessus. Je disais tout à l'heure que du fait qu'il est en noir et blanc, il appartient certainement à la famille japonaise de la photographie, donc ça oui, sans doute un peu. Le fait que ces photographies nous invitent à arrêter notre temps de visiteur est certainement aussi le même effet. Enfin, pour ceux qui ont visité les temples à Kyoto, tout d'un coup on se dit voilà, on se calme et on s'assoit et on regarde et on prend du temps et on est dans un autre rythme que celui qu'on connaît habituellement et certainement un autre rythme que l'agitation que nous proposent les églises baroques et des choses comme ça. On n'est pas en train de voir les gens s'oxydent, ça, on est non. Donc ça c'est très japonais. Après, qu'est-ce qu'il a d'américain? Je dirais qu'il peut-être le fait qu'il sent très bien l'air du temps. C'est quelqu'un, c'est un peu un commerçant. Il est très joueur. Il a totalement joué le jeu de ce marché de la photographie qui se développe très vite. Mais c'est un peu con de dire ça parce qu'il le mérite. Enfin, il a ce qu'il faut pour. Sa place dans la photographie japonaise en particulier, dans la photographie, j'allais dire en général, où le situez-vous par exemple à d'autres photographes par rapport à vous savez, les artistes détestent qu'on les catégorie par rapport à leur nationalité. Un artiste n'est pas le porte-drapeau de sa nation, il est avant tout lui-même et il est en général, comme beaucoup d'artistes, un mélange d'influences, à la fois dans ce qu'il a appris, dans là où il a évolué, etc. Lui ayant passé énormément de temps aux États-Unis, il est nécessairement imprégné aussi d'une culture internationale, telle que les États-Unis en proposent une. Maintenant, je répondrai pas par la photographie japonaise, par rapport à l'art et à la photographie en général, il est, si le terme contemporain signifie quelque chose, il l'est éminemment, c'est-à-dire qu'il s'est autorisé à nous montrer rien, convaincu qu'il en faisait quelque chose. Et ça, c'est gonflé d'une certaine façon. Et ça a été reconnu, heureusement, par aussi bien
et ce n'est pas le cas de tout le monde, les historiens de l'art contemporain, que le marché. Ce qui est une chance pour lui. Il y a plein d'artistes formidables qui sont reconnus par les gens ceux-ci s'inscrivent dans l'histoire, c'est pas pour autant qu'ils sont un marché pour en vivre. Lui, il a trouvé les deux, c'est très bien. Mais c'est quelqu'un qui vraiment, par son minimalisme, fait évoluer la photographie. Il est beaucoup moins dans le récit, je citais Ansel Adams tout à l'heure, il est beaucoup moins dans le récit qu'Ansel Adams qui nous montre Yosemite Valley, les grands parcs américains, etc. C'est pas son propos. Son propos, c'est au contraire de nous montrer, de nous confronter au temps et de nous faire changer de rythme. Et il y réussit assez bien. Merci. Alors c'est à vous, si vous avez des questions. À monsieur Hébert. Par rapport à l'exposition d'art, pourquoi avoir mis des photos Seascape avec la série Révolution? Alors, ce n'est pas mon choix, mais je trouve que c'est une très bonne idée. C'est-à-dire que c'était... Juste la question pour ceux qui n'ont pas entendu. Oui, Il n'y a pas de souci. Pourquoi avoir mélangé Seascape et Révolution? C'était comme ça à Munich, et je l'ai repris tel quel, parce que comme il n'avait jamais été exposé à Arles, j'ai trouvé intéressant qu'il y ait une référence, pas simplement de savoir qui il est, mais de voir le tirage de Seascape, les deux tirages de Seascape. Et de voir comment ça évoluait vers Révolution. Je trouvais ça vraiment pertinent. Donc voilà, ça s'imposait. Enfin, une fois que ça avait été fait comme ça à Munich, j'ai repris l'expo vraiment tel quel et je n'ai aucun problème avec ça pour cette raison-là. Ça vous a dérangé ou... Ah non, pas du tout. Non. Par contre, c'est vrai qu'en arrivant dans la salle avec l'enfilade de rythme créé par Révolution, on était attiré dans un premier temps plus par l'image Seascape que par... Alors, je veux dire un truc, c'est que nous, il y a le moment où on accroche l'exposition, le moment où on prépare l'exposition, le moment où on accroche l'exposition. Il y a cette semaine d'ouverture totalement dingue où nous, on ne voit plus rien parce qu'on est absorbé par le truc. Et puis tout d'un coup, on redécouvre dans l'été les expositions, et notamment lors de visites. Cette année, on a eu des visites assez nombreuses, notamment le président de la République, le Premier ministre, etc., puis plein d'autres gens. Donc moi, chaque fois que je fais visiter ces gens-là, on n'a pas beaucoup de temps, donc puis ils ne sont pas nécessairement férus de photos, donc il faut synthétiser un peu ce qu'on leur raconte. Systématiquement, emmener tout le monde dans l'Expo Révolution, parce que c'était nécessaire. J'ai toujours été tout au fond, montrer Seascape, en expliquant, voilà, Sugimoto, c'est d'abord Seascape. Et voilà où maintenant il nous emmène. Et après, je me suis dit, mais quel con, j'aurais dû accrocher l'exposition autrement. Après, le lieu n'est pas très malléable, c'est une sorte de tube. On avait fait d'autres dessins plus rythmés pour reprendre la façon dont c'était montré à Munich. Il y avait deux tirages par salle. Donc on avait divisé la salle comme ça, et Sugimoto a préféré faire un tube. On a fait le tube. Peut-être que si on l'avait divisé par salle, j'aurais commencé par Seascape et après amené à Révolution. Mais quand je faisais les visites, je disais tous les gens, je disais, emmène au fond et on va remonter. Parce que je voulais leur montrer. Voilà, je sais pas si tout le monde le faisait. Monsieur? Oui, si je me rappelle, les cinémas, avec l'écran blanc, c'est la lumière du film qui Oui, absolument. projetée par un... C'est toute la durée du film projetée. C'est ça. Ouais. C'est assez fascinant. C'est très beau, et puis... c'est un éclairage de la salle aussi. Oui, puis ça a un sens, c'est pas juste de la lumière sur un écran, c'est un film, donc c'est un hommage au cinéma, c'est la durée, et tout d'un coup c'est aussi l'éblouissement, c'est plein de... moi j'y vois plein de choses, mais oui, c'est très réussi, mais effectivement ça a du sens, c'est un film, c'est pas juste de la lumière. Je vais vous parler un petit peu sur le Sugimoto de la Fondation OEB Saint-Laurent, dans le sens qu'il y a, ici vous avez le Sugimoto photographe, vous avez le Sugimoto collectionneur qui joue aussi avec sa collection, il mélange, il commence à mélanger des choses. Qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, je suis pas un expert de l'art asiatique et religieux, donc je peux difficilement commenter. Moi j'ai plutôt pris du plaisir à regarder l'exposition qui est remarquablement mise en scène. Comme quoi, avec quelquefois peu de pièces, on peut prendre un grand plaisir. Le catalogue que j'ai lu
est extrêmement intéressant. Les textes de Sugimoto sont très amusants parce qu'il fait des allers-retours entre sa photographie et ses collections, etc. C'est vachement bien. J'ai pris de plaisir. Des fois, il ne faut pas goûter son plaisir. J'ai pris du plaisir. Après, je peux vous parler de la projection des Bouddhas. Parce que c'est une projection que nous, on a montrée au Théâtre Antique à Arles, donc sur un très grand écran, 2000 personnes, une fois. Là, elle est en boucle, 3 écrans, on est 3 dans la salle, c'est différent, on a l'impression. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça à différents titres. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai depuis très longtemps prôné que la photographie, ce n'est pas qu'un tirage dans un cadre qui vaut 100 000 $. La photographie, c'est quelque chose qui peut être très élastique. Nan Goldin, de ce point de vue-là, a été formidable. Moi, ça a été une de mes grandes rencontres de ma vie. Je l'ai rencontrée quand elle n'était pas connue. Je l'ai montré la balade of Sexual Dependency, une projection. Elle a terminé pour Arles en 1987. Après, c'est devenu la star que c'est devenu. Et après, les vendeurs du marché ont dévoyé son art en vendant des grands tirages, justement très grand format, alors qu'elle disait que sa vie, c'était une projection qui évoluerait tout le temps, etc. Résultat, d'ailleurs, quand le Centre Pompidou a fait une exposition, ils ont couvert les murs de grands tirages, et tout au fond, là-bas, il y avait la projection, mais personne ne l'a vu. Donc on n'a pas vu l'art de Nan Goldin à Pompidou. Or, ce que Nan Goldin apportait, c'était justement tout d'un coup que l'image fixe s'autorise, ce que la vidéo fait, c'est tout d'un coup de captiver le public pendant un temps donné pour un récit qui était celui qu'elle décidait et qui évoluait, etc. Je trouve que les Bouddhas, c'est ça. Les Bouddhas, il a pris des photos dans le temple des Bouddhas, qui est un temple que je connais à Kyoto, les voies à Kyoto, est difficile de visiter. Et là encore, il ne s'est pas contenté de nous montrer ce temple assez fascinant avec tous ces Bouddhas qui sont là. Il en a fait autre chose par l'animation de la photo. Et c'est réussi. Donc il a fait l'artiste vidéo avec comme matière de la photo. Et ça, j'adore. Je veux dire que c'est vraiment... le son est très beau, c'est bien géré, il a réussi son coup. Alors, il n'en a pas fait beaucoup, hein. Il l'a fait là avec les Bouddhas, voilà. J'espère qu'il en fera d'autres, parce que... Et c'est ça que j'aime aussi chez lui, c'est cette disponibilité, cette agilité à ne pas s'obliger à se ressembler, quoi. Vous voyez, d'un coup, il essaye autre chose. Il va faire l'architecture. Tout n'est pas réussi. Et on a le droit de dire que tout n'est pas réussi. Mais il y a des fois, c'est vraiment très fort. Et la projection des Bouddhas, qui du coup tient la route face à la collection, parce que c'est montré comme il faut, à côté de la collection qui est montrée comme il faut. Et je trouve que c'est une petite exposition qui est absolument sublime. Il y a une très bonne gestion du rapport entre les pièces de collection et la photographie, qui est cette dématérialisation que l'on sait aussi. Dans le catalogue, vous trouverez effectivement, pour parler du lien entre sa collection d'art ancien et ses photos. D'ailleurs, il dit « J'ai noué au cours du temps un lien particulièrement profond avec l'art ancien, ce qui m'a amené à réaliser plusieurs projets artistiques. Il ajoute, en tant qu'artiste contemporain, je ne peux concevoir d'œuvre qui émanerait de l'individu que je suis. J'explore les chemins du passé et pour ça, il a besoin de l'art ancien. » Tout à l'heure, vous parliez effectivement de son salon de thé, quand même inimaginable à New York. Et c'est intéressant, ce salon de thé, parce qu'il est symptomatique de la manière de Sugimoto de travailler. Parce qu'il montre qu'on ne laisse rien au hasard, d'une part, et de l'autre, comment il oscille entre tradition et modernité. Donc son salon de thé, comme il adore Marcel Duchamp, il a fait faire une tenture sur laquelle est imprimé un dessin de la broyeuse de chocolat de Marcel Duchamp. Et à l'entrée du salon du thé, donc là, il doit y avoir un récipient d'eau en pierre qui permet de se nettoyer les mains, qu'on appelle le tsukubai. Alors ce tsukubai de Sugimoto, il date du XVe siècle. Vous voyez, il ne choisit pas les objets par hasard. Et donc son salon de thé est comme la plupart des salons composés de 4 tatamis et demi, ça c'est la tradition, mais on ne trouve pas, par exemple, sur les murs des peintures japonaises traditionnelles, les kakemono, vous savez, ces peintures tout en longueur. Lui, il alterne des œuvres d'artistes contemporains, des œuvres que lui-même a réalisées, des photos, des fois des objets anciens, de la tapisserie égyptienne, tout ça pour vous dire combien il est important pour lui, effectivement, de mélanger tout le temps tradition et modernisme. Je ne sais pas si on a
répondu à votre question. Et l'exposition montre bien. Alors pour revenir au Bouddha, je l'ai entendu dire, je ne sais pas si vous connaissez la déesse Kannon, hein, qui est la déesse de la miséricorde, de la compassion, la déesse qui voit tout, agit sur tout, qui est parfois dotée de 1000 bras, 11 visages, enfin, vous voyez. Alors ce qu'on a ici sur la vidéo, c'est ce qu'on voit sur notre lit de mort avant notre dernier souffle, si on croit à cette déesse. Vous voyez, vous êtes prévenus. Super. Je voulais rajouter une petite chose, c'est que ce qui m'a intéressé tout à l'heure, entre le moment de l'exposition et avant de venir vous écouter parler, j'ai regardé un peu plus précisément les dates qui correspondent aux objets qui sont exposés. J'ai vu que ça allait de moins 1500 à 2500 avant Jésus-Christ à plus ou moins, il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'à ces œuvres qui datent de maintenant. Il nous présente aussi un peu des objets du Japon, de la même manière que les Japonais, eux, ont découvert l'histoire de l'art occidental, c'est-à-dire qu'ils ont, à partir du 19e siècle, tout reçu d'un coup, de l'Antiquité, en passant par le Moyen-Âge, à la Renaissance, jusqu'au 19e. Et donc, ils ont eu cette vision, je n'ai plus le mot français, mais ils ont tout reçu en même temps, et ils ont tout regardé en même temps, en disant, tiens, qu'est-ce qui nous intéresse dans telle période, telle période, telle période. Et là, finalement, il fait pareil en nous présentant des choses de différentes périodes, mais qui sont reliées au travail qu'il présente lui-même, et donc il choisit des exemples qui sont censés nous intéresser pour comprendre son travail. Si je comprends ce que vous dites, pour moi, c'est quelque chose de très important, c'est la différence entre le collectionneur et le conservateur. C'est-à-dire que le conservateur, il va s'attacher à une période en particulier et absolument l'étrier, tout savoir, etc. Le collectionneur, il va faire des associations qui n'appartiennent qu'à lui. Il y a des collectionneurs qui ont un regard merveilleux, il y a des collectionneurs qui ont un regard banal. Et ça, c'est ça qui est très beau dans une collection qui a de l'intuition, qui a du talent. C'est ces associations. Moi, je trouve que ce que vous dites est vachement important. Et j'ai une petite question, alors ça va être assez pointu. Là, au début de la vidéo, on voit, donc, comme s'il y a ce zoom, qu'on part d'un jardin vers un bâtiment. Est-ce qu'il s'agit du Sangendo ou pas? Je ne peux pas vous dire. Je me demandais quel était ce bâtiment qui était présent. Il faut venir voir la deuxième. C'est le musée de Nara. Ah, c'est le musée de Nara, d'accord. Merci. De toute manière, on parlera davantage effectivement de la collection, de Sugimoto, son art, etc. Dans la prochaine exposition, c'est oui, la prochaine conférence. Donc j'ai oublié la date, la honte, Simon. 28 novembre. 28 novembre, avec Grazia Quaroni, qu'il a exposé à la Fondation Cartier et qui le connaît également. Allez-y. Par quel concours de circonstances son art est devenu tellement cher? Comment est-il devenu tellement cher? C'est-à-dire qu'il le dit d'ailleurs très librement lui-même, hein, pendant très longtemps il ne vivait pas de la photo, parce qu'il n'y avait pas de marché au niveau où on le connaît aujourd'hui. Si le marché de la photo, c'est récent, c'est il y a 20 ans. Oui, mais qu'est-ce Quel a été le déclic? Vous proposez le déclic de... Quel concours de circonstances? La bonne personne au bon moment, c'est-à-dire que, comme j'indiquais tout à l'heure, il y a un moment, moi je suis encore de Yvon Lambert, à une époque où il présidait la FIAC, dire un jour sur France Inter le matin, maintenant c'est la photo. Maintenant c'est la photo. Ça. Moi je travaille dans la photo depuis longtemps, j'ai l'impression que maintenant c'est la photo. Mais tout d'un coup, il y a si vous voulez, les marchands d'art contemporain. Je pense pour des raisons totalement stratégiques, c'est-à-dire que il y a eu cet engouement dans les années 80 pour l'art contemporain qui a fait monter les prix très très haut, puis il y a eu le krach boursier de 87, et puis hop, ça a remonté, puis il y a eu 91, et puis hop, ça a remonté. Bon, et puis tout d'un coup, les prix atteignaient de tel sommet qu'il manquait un peu de produits intermédiaires. Et qu'ils se sont dit, tiens, la photo, ça peut être le produit intermédiaire. Sauf que la photo, elle n'a pas de valeur parce que on tire des centaines de fois la même photo et donc ça délavalorise complètement, il n'y a pas de rareté, etc. Il y a des débats là-dessus sans fin, c'est pas le jour.
Et donc, ils ont commencé à se dire, et si on numérote et on limite le nombre de tirages d'une photo, on va créer, comme pour la litho, un marché. Et donc, c'est ce qui s'est fait. Et ce qui s'est fait avec certains artistes, notamment l'école du Düsseldorf, Cindy Sherman, etc. Et Sugimoto, qui s'est trouvé là à ce moment-là. Et donc, ça a pris comme une traînée de poudre. Se sont créés à ce moment-là des foires, mais dont la plus active est Paris Photo, qui existe aujourd'hui maintenant à Paris Photo Paris et Paris Photo Los Angeles. Il y en avait une autre avant qui s'appelait l'iPad aux États-Unis, mais qui avait tendance à plutôt vendre des valeurs très sûres, 19e, surréalisme, à la limite, etc. Ou quelques grands américains, mais qui ne faisaient pas le boulot qu'a fait Paris Photo. Et donc ça, c'est un phénomène qui a 20 ans, c'est tout neuf, même pas 20 ans. Et donc à ce moment-là, si vous voulez, il s'est trouvé là, et il a décollé, il le dit très bien, lui, avant les années 90, il ne vendait pas. Mais les photos étaient déjà faites, vous voyez bien les dates, regardez 78. Mais il vendait pas. Et tout d'un coup, le marché a vendu, et le fait que ce soit quelque chose qui corresponde à un protocole, que l'on puisse expliquer qu'il y avait du concept là-dedans, et que ce n'était pas juste du talent, une notion assez compliquée en photographie, le concept et le talent. Parce qu'il faut, quand on fait du concept, il faut quand même du talent, donc quand on fait du conceptuel. Mais on n'est plus dans la photographie de rue, intuitive, si vous voulez, à la Friedlander, à la Cartier-Bresson, etc. On est ailleurs, vous voyez, tout d'un coup on est dans un concept. Et ça, les galeristes d'art contemporain qui ne connaissaient pas bien la photographie, ils ont adoré le concept, c'était plus facile à expliquer aux collectionneurs. Et donc l'idée du concept, ça a vachement bien marché. Là-dessus est arrivé le développement de l'école de Düsseldorf, les Lowski, les Rouff, les Struve, etc., le candidat Hofer. Et du coup, le concept est devenu le truc du marché. Alors aujourd'hui, ça se libère, là encore, heureusement, parce que le marché mûrit, les collectionneurs ont mûri, et puis il y a d'ailleurs, j'avais fait partie de ceux qui ont montré des collectionneurs comme Bill Hans, qui mélangeait une photographie, l'histoire de la photographie avec une photographie amateur, et quand justement on faisait quelque chose par l'intuition qu'ils avaient de l'assemblage, du dialogue de photos entre elles, etc. Le marché en ce moment s'élargit énormément, et tant mieux pour la photographie, et pour les photographes, et pour les collectionneurs, ça va faire des collections plus intéressantes. Mais il était là au bon moment avec un concept, deux concepts, les Seascape et les théâtres, et ça a bien marché, ça a bien pris, ça a été bien vendu par des galeristes qui l'ont bien vendu aussi. Bon galeriste, c'est important pour les artistes. S'il vous plaît, Soledad vendait les cinémas dans les années 70. Il y a le Soledad collectionné les photos avant les 70, notamment les collections de photos de mode, Horst, René de Newman, etc., etc. Et aussi Deborah Turbeville, qu'elle a montré, qui est bien décédée là. Et donc c'était déjà un marché très développé dans les années 70. Et aussi, à une idée que je lui ai défilée, elle avait fait 2 portfolios sur les Polaroids de Courtney en 72-73. Donc ça remonte beaucoup plus loin que vous dites. Non, qu'il y ait eu un marché, on est bien d'accord, enfin, il y avait des collections. Gérard Lévy, à la même époque. Oui. Il y avait Man Ray, il y avait beaucoup de choses aussi. On est bien d'accord, on vendait Man Ray, il vendait les surréalistes. Mais il ne vendait pas les contemporains. Et les photos historiques. Il ne vendait pas les contemporains. Le marché sur les contemporains, il existait aux États-Unis pour les photographes américains dans les années 70-80. Le marché qui est devenu un marché très international et qui a concerné la photographie contemporaine au sens large, il date des années 90. Malheureusement, il n'y avait pas assez de collectionneurs. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de collection, il y en avait des collections. Mais il n'y avait pas assez de collectionneurs pour soutenir si des photos de mes pop-up, par exemple, etc., c'était un marché énorme. On n'a pas les années 70. On n'a pas la même analyse. Les années 70. Peut-être qu'il n'atteignait pas ces prix-là non plus. Non, c'était un marché américain, c'était pas un marché purement américain. Ah non, il y a à Londres aussi, ailleurs aussi. On ne va pas vous arriver à vous mettre d'accord. Donc, sur un sujet différent, nous allons clore cette conférence en vous remerciant.